Hello à tous et bienvenue dans la Fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leur pépite immobilière et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable, même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui de bonne heure et de bonne humeur en compagnie de deux invités qui vont se présenter dans quelques instants. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la patate aujourd'hui. On va en prendre plein les oreilles. Messieurs, bonjour. Comment allez-vous ? Oh, ça va très Salut bien. Jérôme, Ça va très bien. ça va très bien, très content d'être invité dans ce podcast, donc on en Podcast profite pour te matinal. remercier. Yes. Top, merci d'avoir répondu à ma petite invite. On a réussi à se caler ça assez rapidement, c'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir d'accueillir les frérots de l'IMO sur les ondes de la Fabrique des investisseurs. Est-ce que les gars, vous pouvez vous présenter à tour de rôle et puis après, je vais vous poser des petites questions croustillantes. Allez, ok, donc alors moi je me présente, donc je m'appelle Romain, j'ai 35 ans, je bosse aujourd'hui dans un cadre, dans une boîte du CAC 40, je bosse dans l'industriel. Et j'ai commencé l'IMO il y a, du coup avec Guillaume qui va se présenter par la suite, on a commencé l'IMO il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans. Ok. Et depuis, on a pas mal enchaîné, mais on va laisser ça pour la suite. Ouais. Sinon, moi, je viens de région Île-de-France, 93, pour être plus précis. Ça marche. Et papa d'une petite Chloé. C'est ça. Et Félicitations. Guillaume, 35 ans aussi, un enfant aussi. Un enfant aussi et un deuxième en cours de production, on va dire. Ok. Moi, je viens du 94 et je travaille encore. Voilà, je suis directeur régional dans une entreprise de l'environnement. Ok, top. Bon bah du coup on est entre club des 35 nerfs et papa. Donc pas mal de Génération choses. 88. Exactement. C'est pas très La meilleure. On peut le dire, on est tous les trois d'accord. Les gars, comment vous vous êtes rencontrés ? Racontez-nous un peu. Bah écoute, on s'est rencontrés en école de commerce. Voilà, donc Guillaume, il est arrivé en école de commerce après un BTS, donc direct en troisième année. Et pour ma part, j'y suis entré après une licence, donc il y avait la possibilité de rentrer en Master 1. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Ça fait depuis du coup 2010, ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans qu'on se connaît. Une belle amitié. Et voilà. C'est beau. Voilà. Ok. On peut pas réaliser. Ça rajeunit pas tout ça, hein. Tu sais, quand on commence à se dire, ouais, moi c'est pareil, les potes de BTS, ça fait depuis 2006 où je les connais, tu dis, waouh, allez, une petite claque, ça c'est fait, mais ça va, on a encore la forme. Et du coup, votre rencontre, c'est quoi ? C'est genre vous vous posez à côté en classe, c'est à la machine à café, c'est en soirée, est-ce qu'il y a une petite anecdote là-dessus ? On était dans la même classe. On était dans la même classe. Okay. Et on s'est très vite entendu. On était un petit groupe de 5. Un petit groupe de 5 à s'être entendu très rapidement. Okay. Et voilà, tout simplement. Après, ça, comme tu dis, ça remonte, hein, ça fait 13 ans. Ouais. Du coup, en 13 ans, du coup, en 11 ans, jusqu'à ce que vous ayez démarré vos investissements, j'imagine que vous avez chacun cheminé de votre côté, avant de vous rejoindre du coup sur la partie immobilière. Peut-être que toi, Romain, vu que tu fais partie d'une boîte du CAC, tu as peut-être des appétences sur la bourse.
ou pas d'ailleurs, mais par quoi vous avez démarré vos investissements d'une manière globale avant de vous rejoindre sur la partie Non, IMO? non, oui, du coup, c'est une petite appétence. Si tu veux, petite appétence pour la bourse, oui, en effet, mais faut rendre à César ce qui appartient à César, et c'est Guillaume qui m'a initié sur cette partie. Donc tu vois, celui qui maîtrise un peu plus le sujet, c'est Guillaume, du moins celui qui m'en a parlé au début. Parce que moi j'ai commencé assez tard, hein. J'avais commencé qu'en 2015 à investir. Après, de par ce que la boîte propose, on a, tu sais, tout ce qui est intéressement, Ouais. participation, et du coup placement d'actions directement. Donc, mais je veux dire, c'est passif, et c'est pas ça. J'agis Oui, pas, j'agis pas, j'agis pas t'as en pas ce d'action à sens. faire. Ouais. Mais moi, c'est depuis 2015, et à vrai dire, et du coup, ouais, c'est vrai que c'est Guillaume qui m'a pas mal initié là-dedans, à lire des bouquins, Ouais, en termes de référence de bouquins, est-ce que t'as... bouquins de Lynch. Ok, Peter Et Lynch. si vous en saviez assez pour gagner en bourse. Hmm. Ok, ça marche. Et toi, du coup, C'est Guillaume, la, elle c'est la vient d'où base. cette appétence à la bourse en l'occurrence? Ça vient de ton éducation, ça vient une curiosité personnelle. Comment tu commences à t'intéresser à ça? Ah non, non, mon éducation, elle est vraiment pas, comme beaucoup, je pense, de personnes issues de la classe moyenne. On sait pas ce que c'est la bourse quand on est jeune. Non, c'est Non, clair. non, à un moment donné dans ma vie, j'ai eu l'occasion de placer 20 000 euros, en fait. J'ai eu 20 000 euros et je me suis dit, bah, je les mets où? Ces 20 000 euros-là, qu'est-ce que je fais? En boîte, Comment je je peux les crame. maximiser ça? Et donc, c'était une option, mais voilà, j'ai vite coché, et puis après j'ai fait autre chose. Et donc, bah, forcément, vous vous demandez qu'est-ce que vous faites, vous essayez de maximiser ça parce que c'est de l'argent comme vous en aviez jamais eu auparavant, et vous commencez à vous gratter la tête, à vous dire bon, livret A c'est pourri, ok, et vous faites votre culture comme ça, vous lisez des livres, effectivement, notamment les livres de Lynch Ok. et d'autres livres Faut qui sont déjà bien tomber faits. dessus hein, sur Ouais, les. exactement, parce que voilà, là c'était une recherche active. C'est pas quelque chose, effectivement, on tombe dessus comme ça. C'est pas en vitrine à la Fnac. Et donc c'était un livre intéressant, qui était assez accessible. J'ai beaucoup aimé. Après j'en ai lu plein d'autres évidemment. Lynch, mais après il y avait Graham, il y avait Buffett évidemment. Ouais, donc C'est les ça. pontes, Paix à ton âme, rest in- les pontes de la bourse. Hmm. etc. Ouais, ouais, absolument. Et donc au début, j'avais essayé très très vite l'immobilier, mais de manière assez classique, on essaye, on se prend un refus et puis on laisse tomber. J'étais vraiment très très jeune. Moi, parce que je pense que j'avais une conseillère en face de moi qui connaissait pas l'immobilier et moi qui est pas assez poussé. Ok. Oui, le fameux mauvais banquier Hmm. auquel que l'on croit sur parole quand on démarre. Ouais. Ouais, exactement. Ok, donc des problématiques en effet que des jeunes peuvent rencontrer quand ils touchent à un petit pécule. Ne cramez pas tout en boîte, les gars, et faites comme Guillaume, instruisez-vous pour placer vos billes intelligemment. Du coup, 2011, n'importe quoi, 2021. On va faire un petit bond dans le temps. Qu'est-ce qui se passe enfin voilà, là vous avez, je vais reprendre votre Insta. Chaque fois que je vois les chiffres, je me dis nom de Dieu, les mecs ils envoient. Là, on est mi-décembre 2023. Je vois 61 appartements. Je me dis, mais comment ils ont fait? Ils ont plus eu de vie pendant 2 ans, les gars, vous allez nous parler de ça. Mais avant d'en arriver là, c'est quoi ce déclic sur lequel vous vous dites, bon poteau, j'ai une idée brillante, je veux qu'on investisse dans l'IMO, et pourquoi vous vous êtes sélectionnés mutuellement également? Du coup, c'est, je crois que ça va être ouais, fin 21, un peu avant, je dirais troisième trimestre 21. Moi, j'ai un pote qui vient me voir et qui me dit, c'est bon, je vais vivre de l'IMO. J'ai lu un bouquin, donc en l'occurrence, c'était Père riche, Père pauvre. Il me dit, ouais, c'est possible de vivre de l'IMO. Et moi, en fait, 2 ans avant, en 2019, j'avais acheté un appartement en famille, en SCI, à Marseille, et où le loyer remboursait tout juste le crédit, et j'avais la taxe foncière et les charges, et quelques charges en plus à payer. En Donc, je plus, dis tout ouais. de suite, non, c'est pas possible. Si c'était ça, enfin, voilà, c'est pas une martingale, tu vas pas, c'est impossible. Mais quand même, il y a un petit truc qui est, enfin ça, il y a Petit une petite graine déclic. qui a été mise, et je me suis dit, ok, je vais pousser. Donc première chose que j'ai faite, c'est
j'ai acheté Père riche, Père pauvre, je l'ai lu. Bon, il s'avère que le bouquin, ça faisait 10 ans que Guillaume, lui, l'avait lu. Je l'ai appelé 10 ans d'avance, tu sais. Euh, et, mais bref, du coup, je commence un peu aussi moi à faire mes recherches et puis j'en parle. On était 3 dans le groupe, toujours pareil, hein, de l'école de commerce, on avait un groupe Mm. à 3 et on commence à en parler. Et celui qui a pris le truc, hein, qui était chaud tout de suite, ça a été Guillaume. Et il s'avère, et après je vais te laisser Guillaume, toi peut-être compléter, mais il s'avère qu'en plus Guillaume a été en mars de l'année d'après, donc mars 2022, il était muté en Bourgogne. Ok. Donc, et la région dans laquelle il était, les prix au mètre carré étaient autour de 1000 euros du Oui, mètre oui, carré. oui. Donc, on était sur le 10 points de rendement, tu pouvais l'avoir. Ouais. Donc, et donc voilà, ça a commencé comme ça. C'est Ok. ça. Et donc en janvier, on est descendu, en janvier 2022, on est descendu visiter la ville que moi j'avais jamais vue encore. Ok. Et on a fait des visites et ce jour-là, on a fait une offre sur un immeuble qui a été accepté. Donc on a fait pas mal de visites et à la fin de cette Alors, journée-là, on avait déjà investi un immeuble de 7 lots. Donc on était ok. Bon, du coup, j'ai pas mal de questions qui en découlent parce que bon, alors j'imagine que enfin moi c'est un peu ce que j'enseigne, mais quand on démarre un process d'investissement, il faut toujours trouver sa zone. Donc là, elle arrivait un peu naturellement vu que toi tu étais muté et que tu bougeais sur un secteur avec un prix au mètre carré relativement faible, on va dire. Euh, mais il a fallu quand même se fixer sur une ville. Quels critères vous avez pris en compte? Est-ce que toi c'était la proximité vis-à-vis de ton lieu de vie ou de travail? Un certain type de démographie, ça a été quoi les critères? On avait une idée assez précise déjà de la rentabilité, c'est-à-dire que nous, on voulait un minimum de 10 points. On faisait pas ça pour la retraite, donc on voulait une forte rentabilité. Et on voulait un bon équilibre entre eux, surtout quand on commence. Hein, on a toujours, maintenant beaucoup moins, on a toujours un peu peur de la vacance locative, etc. Donc on voulait quand même une ville avec une démographie supérieure à 25-30 000 habitants, Ok, même si après d'ailleurs on a investi dans des villes ça avec veut un rien nombre dire, d'habitants ouais. moindre. Mais voilà, on voulait un bon équilibre, une ville dynamique, ouais, relativement dynamique, avec Un des bassin gares qui d'emploi, pouvaient quoi. amener soit à une grande ville, soit à Paris. Ouais. Et un bassin d'emploi, ouais, exactement, exactement. Quelque chose qui soit dynamique. Et voilà, et finalement, la ville où j'atterrissais correspondait à ça. Et on s'est dit, après, on va faire tâche d'huile. Mais au moins, on s'implante déjà sur une ville. On se fait un petit réseau d'artisans, un petit réseau de banquiers. Et puis, on verra après, quoi. Ok. Et là, quand vous débarquez, Si tu veux, ouais, vas-y, Romain. non, je disais, si tu veux, on s'est pas mal aussi inspiré, enfin, tu sais, enfin, le 10 points le 10% de rendement, etc. Enfin, vient pas de nulle part, hein. Dans nos recherches au début justement sur comment investir dans l'immobilier, on a écouté pas mal de podcasts aussi, hein. Donc c'est vrai qu'avec, enfin tu vois, l'écosystème de podcasts, vous participez aussi grandement, hein, à la formation, hein, des personnes qui s'y intéressent. Et Ouais. pour le coup, nous on avait commencé par, on a fait ça fait un bye patron aussi énormément. Ah, Thibaut, ouais. C'est vrai que les premiers épisodes de Bye Bye Patron, il décrit vraiment ce qu'il faut faire. Mm. Et aussi les gentlemen investisseurs dans lesquels tu es passé il y a pas longtemps, Ouais. où en fait, voilà, c'est eux qui te martèlent aussi notamment, foncez en visite, et on a appliqué. Donc voilà. Ok. Ben non, non, c'est clair enfin, vous avez démarré mine de rien dans une période euh, pile poil, je pense que c'était le dernier écart, un dernier créneau pour y aller et accélérer sévère. Mais par contre, dans une période où il y a un nombre incalculable de ressources aujourd'hui, que ce soit à travers en effet le format podcast, enfin, moi qui reste mon format de prédilection de par la proximité et puis la facilité de tournage, on va dire. Et puis après, c'est sûr que les chaînes YouTube des gros formateurs, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de ressources. Donc oui, l'information reste accessible, mais il n'empêche qu'il faut se bouger le fion et aller sur le terrain, quoi. Donc, Toujours, la règle de toujours. base. Du coup, dans ce que vous ciblez comme type de projet, vous vous dites direct. Alors, là, Romain, tu as parlé des objectifs. Vous n'aviez pas besoin comment dire, vous aviez pas forcément la vision retraite, vous aviez une vision plus cash flow, rendement, un truc un peu agressif, on va dire. Vous vous orientez, je pense, assez naturellement sur les immeubles qui permettent de gaper plus rapidement. Et dans ces immeubles, est-ce que vous
vous mettez des métriques, des critères, on veut que du T2, on veut que du T3, on veut des travaux, on veut des locataires, enfin, ça a été quoi un petit peu les critères que vous avez définis en amont? Oh, les Qui sont critères. plus forcément les mêmes. Je vais te laisser répondre, Ouais, Guillaume, en mais fait, qui sont plus forcément les mêmes depuis 2 ans. Ouais, alors les critères ont évolué, mais en fait, si tu veux, nous, on a fait un peu comme nous, on pense qu'il faut faire. C'est-à-dire déjà, d'abord, on est parti de l'objectif. C'est-à-dire, on a dit, OK, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on fait ça? Mmh. Et donc, l'objectif final, c'est la liberté, un niveau de cash flow suffisamment important pour pouvoir avoir ce qu'on appelle éventuellement de la fuck you money, hein, c'est-à-dire être capable de dire à un moment donné, bon, bah écoute, je veux faire autre chose. Et donc, l'immobilier, c'est un moyen de faire ça. Donc, une fois que tu as dit ça, tu es relax par rapport à tes critères. Tu te dis, en fait, l'immobilier, c'est un véhicule pour pouvoir me permettre de faire ce que je fais, mais avoir un T2, un T3, un T4, en fait, l'important, c'est d'avoir du cash Les flow chiffres en face. et un niveau d'équilibre, de balance entre le risque et le rendement qui soit acceptable. Et donc, nous, sachant en plus qu'on est deux, donc c'est une force, hein, clairement. Mais vous avez quand même, si vous vous mettez à deux, vous achetez un bien et qui vous sort 150 euros de cash flow, c'est génial. Mais bon, 75 euros par mois, il va falloir en faire une palanquée avant d'avoir un salaire suffisamment important. Sachant que les gens confondent parfois le cash flow avec le salaire et disent, moi j'ai 2000 euros de cash flow, avant je gagnais 2000 euros, donc je m'arrête. Mais non, il ne faut surtout pas faire ça. Parce que le jour où tu as X vacances locatives, en fait, tu as ton salaire divisé par deux. Donc nous, on avait quand même un niveau assez important de cash flow versus notre salaire. On voulait être 2 à 3 fois notre salaire en cash flow. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est toujours pas arrêté. Parce qu'on est deux et on veut un multiple de salaire, de cash flow versus notre salaire qui soit suffisamment important. Ouais, ok. Il y a plein de raisons à cela, notamment, enfin, comme Guillaume le disait, sur la partie, enfin, on s'est fixé un objectif, mais on s'est posé aussi les questions de pourquoi, hein. Bon, après, c'est assez simple, mais ce qu'on veut, c'est tout simplement être libre, décider de ce qu'on fait, quand on le fait, avec qui on le fait, parce que finalement, la ressource la plus précieuse, hein, c'est le C'est le temps. temps. Ouais. Et ça, je pense que, enfin, tes auditeurs en ont conscience. Et si tu veux, pourquoi aussi ce multiple par rapport à nos salaires actuels, c'est que s'arrêter tout seul, bah, c'est pas C'est c'est pas, pas c'est pas idéal. On pareil. préfère s'arrêter avec nos Avec- conjointes et pouvoir profiter pleinement de nos ouais. enfants. Bah, je pense que Ouais. t'en es le bon exemple, hein. Ouais. Alors, je vous rejoins complètement là sur le fait quand t'es tout seul à kiffer, c'est pas forcément drôle déjà. Et puis l'idée, c'est un peu de sécuriser la famille. Nous, enfin, c'est vrai que maintenant, on arrive à des âges où on a une vision familiale, hein. Euh, donc ouais, je vois bien. Et du coup, partagez-nous cet objectif quand vous vous êtes. Et après, on va en revenir vraiment sur la partie opérationnelle et le détail des chiffres. Mais cet objectif, vous vous êtes dit initialement. Allez, on veut c'est tant de niveau de cash flow ou c'est tant de millions de patrimoine, ça s'est défini comment? C'est le cash flow qui a drivé. C'est le cash flow. En fait, on s'est dit, on est parti, hein, de notre feuille aujourd'hui, ok. Et c'est même pas, ça a même pas été un multiple de notre salaire, hein. Ça a été aujourd'hui en termes de dépenses, on en attend. Voilà ce dont on va avoir besoin si on veut être tranquille. Et du coup, on s'est dit, ouais, cash flow à 5 chiffres, ça peut être intéressant. Ok, top. Faut se rappeler qu'on est en région parisienne, hein. Région parisienne, je pense que ça aurait pas été peut-être la même chose si on habitait ailleurs. Mais la région parisienne fait que, La vie est fait qu'on est chère. obligé, en fait, hein. C'est très cher. Un Ah ouais, TRP, déjà. ok. Et donc, une fois que tu as, ton niveau de cash flow, une fois que tu ton niveau de cash flow, que tu connais le montant moyen en fonction du mode d'exploitation, LCD ou non, que tu vas sortir de cash flow par lot, que tu as le montant moyen de ce qu'un lot coûte, tu sais déjà en fait ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire la valeur du patrimoine immobilier dont tu as besoin, avec un pourcentage de rendement X qui va te donner ton niveau de cash flow Y, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, on en a fait un fichier qu'on a laissé disponible sur Instagram pour pas mal de personnes qui étaient intéressées, qui vous permet finalement, en fonction de votre objectif de cash flow, en fonction de là où vous habitez, la valeur moyenne du lot et des critères dont j'ai parlé précédemment, Ouais. de vous fixer une feuille de route pour savoir dans combien de temps tu peux vraiment t'arrêter. Et pour nous, c'est important, ça commence de là. Parce Bien que sûr. si tu te lances dans l'investissement immobilier, mais objectif, alors c'est quand même mieux que les autres, parce que finalement, c'est quand même mieux que la moyenne, parce que tu vas faire quelque chose au moins. Et à la limite, j'ai envie de dire, vaut mieux investir sans trop savoir pourquoi,
que pas investir du tout et après se dire mince, j'aurais dû investir. Je suis Mais d'accord. le mieux quand même, c'est de se dire ok, c'est quoi mon objectif? Est-ce que c'est un complément de salaire? Est-ce que c'est pour la retraite? Est-ce que c'est pour défiscaliser? C'est pas le meilleur des objectifs celui-là. Ou est-ce que c'est pour être plus libre? Ok. Euh, Est-ce que on va parler un petit peu des premiers chiffres, mais on va juste en amont parler fiscalité rapide. Euh, Vous avez décidé quel type de société pour démarrer vos projets euh, et pourquoi? Quel a été le raisonnement derrière? Ou alors on part tout feu tout flamme, on part en nom propre au démarrage et après on va voir comment ça se passe. Non, si tu veux, comme on t'est, enfin, on est associé. On s'est associé direct pour, du coup, pour ces investissements. Et notamment, enfin, les objectifs sont quand même énormes, hein. Tu vois, pour info, aujourd'hui 61 lots, on est un peu plus de la moitié de l'objectif. Donc, on s'est dit, on va se professionnaliser tout de suite, partons sur une société. Ok. Donc, on a commencé par, bon, ce qu'on savait, c'est investissement, pour nous, investissement IMO, c'était SCI, donc on s'est mis tout de suite en SCI, on s'est mis SCI à l'IS Ouais. pour vraiment raisonner en mode société. Mm. Et ensuite, on a enchaîné sur une SAS. Ouais. Donc voilà. En fait, on avait une TMI déjà, on avait une tranche Ah, ça marginale devait, ouais. d'imposition à 30%. Donc bon, les deux conjoints travaillaient. Donc bon, l'investissement en nom propre, pour nous, il était proscrit. Et en plus, il y a une notion d'indivision qui, quand vous êtes deux potes, est pas géniale. Donc on s'est dit, effectivement, on va se professionnaliser, on se fait une Ouais. société. Et finalement, on a bien fait, on était bien contents. Donc, disait Romain, on a d'abord fait une SCI dans laquelle on a logé 1,4 million, 1,5 million d'immobilier dans un premier temps. Mm. Et après, on a ouvert une deuxième société qui était une SAS, voilà, une société commerciale, qui nous a permis de rester dans une tranche raisonnable en termes d'impôt sur la société à terme. Et ça nous a permis aussi d'être plus legit Sur vis-à-vis de la l'activité LCD. de locataire en courte durée. Ouais. Ouais, voilà, même si bon, j'ai écouté certains fiscalistes qui disent que finalement, bon, la SCI, la SCI et la LCD, ça peut être compatible dans certaines conditions. Nous, c'est vrai qu'on avait à ce moment-là notre fiscaliste qui nous a dit, oh, mais faites une Une SAS, ça SAS. sera mieux. Ouais. Et donc on a pris ça. Ok. Ok. Ouais, moi en effet, j'ai notamment une courte durée là dans une SCI. Bon, je pars du principe où si on a quelque chose à me dire un jour, on me le dira et puis j'aviserai. Mais c'est vrai qu'il y a ce son de cloche et les gentlemen en parlent énormément là-dessus, du fait que la LCD et la SCI C'est soient ça. pas forcément compatibles. Ouais. Donc, très très intéressant et donc vous avez pris le parti de ne créer qu'une seule SCI au démarrage pour loger plusieurs biens IMO par contre. Ouais, c'est un parti pris parce qu'on avait fait les calculs en fait. Ouais, on avait fait les calculs et on s'était rendu compte que c'était pas forcément hyper intéressant de faire une SCI par bien, quand bien même ça pouvait pas être qualifié en abus de droit par un contrôleur fiscal qui viendrait regarder un peu ce qu'on fait. Et donc on s'est dit voilà, à partir du moment où il faut une raison valable pour expliquer qu'on fait une société par bien alors qu'on pourrait parfaitement loger plusieurs biens dans une société et qu'on n'en a pas. Et en plus, par simplicité aussi, je veux dire. Ouais, c'est Quand on va voir le banc société, bon, vous avez deux sociétés, vous avez du patrimoine sur les deux sociétés. Bon, faut sortir les lunettes, quoi. Si en Hmm. plus tu t'amuses à te faire une société par bien, et pour franchement, pour des bénéfices des fois, des gains en impôt sur la société à terme qui sont pas non plus énormes. Bon, ouais, on a pris le parti de faire simple. Ouais. Ok. Oui, et puis Et c'est puis en c'est plus, clair comme ça, tu que peux utiliser le cash d'un immeuble sur un autre. Enfin, tu vois, c'est beaucoup. Enfin, alors en termes de gestion, en tout cas, c'est plus simple. ouais, ça anticipe du coup deux questions. La première, c'est est-ce que vous avez euh, alors j'ai peut-être du coup ma réponse, mais système de holding, la fameuse optimisation fiscale, est-ce que vous l'avez monté? Si oui, dès le démarrage. Sinon, j'ai plus l'impression que c'est non en l'occurrence. Si du coup il y a que deux sociétés, qu'il n'y a pas forcément, il Non. n'y a pas forcément l'intérêt de, Hmm. de faire dispatcher l'argent entre diverses sociétés. Donc première question, est-ce qu'il y a la holding? Ouais. Il y Alors a non, pas tu veux y aller? J'y vais? allez, Il vas-y. y a, il y a pas de, du coup, il n'y a pas de holding.
Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de holding? Tout simplement, alors encore une fois, on a tendance, si tu veux, nous, notre domaine d'expertise, c'est aller chercher des biens et les trouver. On n'est pas fiscaliste, on n'est pas avocat fiscaliste, donc comment est-ce qu'on fait comme ça et qu'on a cette question sur création de holding ou pas? Eh ben, on a appelé notre avocat fiscaliste, tout simplement. On lui a demandé et en fait, si tu veux, son retour, c'était que il n'y a pas de nécessité à créer la holding de suite, parce que notamment on a quand même mis pas mal d'apports hein, Mm. dans nos sociétés, parce qu'on a à chaque fois raisonné avec 10% d'apport pour les banques, Mm. ce qui fait que, et puis notamment aussi la partie autofinancement avec les travaux, hein, ce qui fait que on a pas mal de cash sur le compte courant d'associé. Ce Mm. qui fait que demain, si jamais tu as besoin de l'argent pour transiter, je sais pas, de la SCI vers la SAS, tu peux très Là, bien tu faire un récupères. retrait Oui, compte bien sûr. courant d'associé. Exactement, ouais. Exactement. Tu récupères et tu réutilises. Et ça, tu peux même continuer jusqu'au bout. Donc, avant d'en avoir besoin, voilà, on se posera cette question, je pense, quand on se rapprochera de nos objectifs, mais on redemandera à nouveau à notre avocat fiscaliste comment Ok. ça fonctionne, et comme ça permet voilà. Nous, notre but, encore une fois, c'est de trouver des lots et Oui, d'investir oui. Ok. et de perdre le moins de temps possible à côté. Ouais, c'est un bon type, sauf si vous vous arrêtez et que vous avez besoin de vous verser un salaire pour X ou Y raison. Mm. Si vous avez 5 années de salaire disponible en retrait en CCA, ça Ouais. vous fait 5 années en fait de salaire que vous pouvez retirer sans impôt, parce que vous l'avez mis dans la société vous le doit. Donc, il faut peut-être pas se dépêcher à créer une holding qui va vous coûter des frais opérationnels tous les ans, plus des frais à la création, quoi. Faut chaque chose en son temps, même si parfois ça peut être fancy d'avoir une holding, faut quand même qu'elle serve à quelque chose. Faut un intérêt en effet et en fait vous avez. Bah, je me doutais de votre réponse parce que il y a deux paramètres à prendre en jeu, à prendre en compte, c'est que la première, vous êtes aujourd'hui salarié, je pense que vous gagnez bien votre vie, donc vous n'avez pas ce besoin de vivre à travers l'immobilier à court terme, donc en effet pas trop d'intérêt euh, à ce niveau-là, et puis du fait que vous ayez qu'un seul, enfin ou en l'occurrence deux véhicules fiscaux là, mais deux sociétés, il y a pas d'intérêt à faire transiter également tout ça. Et puis en termes de, on va pas se mentir, en termes de facilité, de coûts de frais de constitution, de coûts de gestion, plus on multiplie les établissements, les sociétés, plus ça coûte cher. Donc, euh, donc ouais, je vois tout à fait la logique. Et c'est vrai que la holding, pour moi, va avoir un intérêt majeur quand on va avoir une société enfin, une société commerciale, on va dire, qui va créer du cash. Moi, je prends l'exemple, en ce qui me concerne, j'ai une boîte de travaux, du coup, qui alimente, en fait, si tu veux, qui m'alimente en trésorerie. Et là, la holding prend son sens parce que ça me permet de redispatcher cet argent-là derrière sur des invests ou d'autres projets. J'ai découvert, j'en avais entendu parler, mais j'en avais pas pris conscience à ce moment-là, et vous pourrez creuser éventuellement la question. J'ai interviewé il y a un mois ou deux Florent Richard. J'ai passé un très bon moment avec lui, qui lui, pareil, LCD. gros patrimoine IMO, beaucoup de LCD, et lui a créé une société d'exploitation afin d'exploiter les biens qu'il tient en LCD, ce qui lui permet en fait à l'instant T, parce qu'il a ce besoin-là aujourd'hui, il est plus salarié, de pouvoir vivre et se tirer des revenus à travers cette société d'exploitation. Donc, le jour où en fait potentiellement vous voulez quitter vos tafs, peut-être que c'est tout simplement le système à mettre en place pour justement se tirer des revenus à travers cette société d'exploitation, quoi. Ouais, mais On va étudier ça. Ouais. c'est pour ça que je disais, à moins que vous ayez besoin de vous tirer un salaire, parce qu'effectivement, Ouais. se tirer un salaire, ça permet de cotiser notamment pour la retraite. Et parfois pour la sécu, encore que si vous avez un conjoint qui travaille, vous n'en avez pas forcément besoin. Et lui, en l'occurrence, oui, c'est ça. Lui, il a besoin de se tirer un salaire. Et en plus Mm. de mémoire, pour avoir écouté l'épisode, il a aussi un parc dans un endroit où la LCD est très réglementée et Oui, avec une société d'exploitation. ouais, exactement. Bon, bah, top, très, très, très intéressant. Bon, alors maintenant, je veux du concret, je veux du chiffre, je veux du croustillant et Des thunes. des thunes, voilà, du cash. Parlez-nous un petit peu de. Alors, on va revenir du coup sur ce premier projet, donc immeuble de 7 lots. C'est quoi dans les grandes lignes les chiffres? Est-ce que vous pouvez un peu dérouler les différents projets? Euh, à quelle fréquence? Combien enfin voilà, vous alliez en visite? C'était peut-être toi, Guillaume, qui était sur le terrain, qui bouffait de la visite sur le midi. Comment ça se passait un peu? Les coulisses. Bouffé, j'en ai bouffé. Ah ouais. Pour la petite histoire, il y a un IDR que j'ai jamais vu.
Ouais, c'est pour Ah ça. ben, ça, c'est les meilleurs, ça. Il y a 10 projets. Ok. Et c'est le meilleur. C'est celui qui nous cause le moins de problèmes. Il est Super bien. magnifique. Et pourtant, il y a pas de LCD, il y a rien. Il est magnifique. Mais bref, un peu Ouais, de c'est une bonne teasing. histoire à raconter ça. Ouais, On était sur l'autoroute Ouais. et je passe devant le panneau et on savait qu'il y avait un bien avant. Et on avait déjà fait des premières approches et ça bougeait pas, quoi. Ça bougeait pas. Et je parle avec Romain entre deux rendez-vous et je dis, vas-y, je sors à la sortie, là, c'est juste là et on va voir. Et on y allait et on y a trouvé un locataire, on y a trouvé le propriétaire, on a négocié et ça se finit en vente, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, Ouais. on est en train de signer un compromis avec le propriétaire pour lui acheter, un autre projet, d'ailleurs. Mais ouais, donc c'est assez rigolo ça. Des fois, vous parlez Ah avec votre ben, pote, vous êtes sur l'autoroute et vous finissez à acheter un immeuble que votre pote n'a jamais vu. donc comme quoi, faut être sur le terrain, il faut se bouger. La conclusion reste toujours la même. exactement. Ok. Première idée, du coup, on part avec Guillaume en visite. On avait programmé une visite. Et l'agent nous dit tout de suite, tu sais, le off-market du bien qui vient de rentrer, nous dit tout de suite, bon, bah, il y a cet immeuble-là, mais j'en ai également un autre. Donc, le premier qu'on visite, bon, ça, il y a des choses qui vont pas, hein. Donc, mais on fait quand même, enfin, il y avait quand même du potentiel, on fait quand même une offre. Bon, ça passe pas. Mais donc, juste après, il nous dit, voilà, moi, j'ai un autre bien à vous présenter. Et du coup, on y va. Donc, un bien off-market, hein. On y ouais. va. Et donc, il s'avère, donc, c'était un IDR 318 000 euros. Ouais. 314 000 euros, 18, je me rappelle plus. 114. 314, excuse-moi. Ouais. 314 000 euros, et il y avait 2800 euros de loyer qui rentrait. Ok. Des locataires qui étaient là depuis quelques temps. Donc si tu veux, au début, nous, et ça revient un petit peu à la stratégie du début, les critères de sélection, c'était OK, nous, on veut quelque chose qui se loue, qui soit là depuis quelques temps, où on voit que les chiffres, ça rentre, c'est du solide. Et il s'avère que le propriétaire, il avait en plus les bilans, enfin, il nous a fourni par la suite les bilans sur 5 ans. Donc, on voit que c'est OK, c'est flat, il y a pas de surprise. Pas Donc, de loup. go, Ouais. quoi. Ouais. Qu'on achète ce premier IDR. Bon, pour la petite histoire encore, hein, parce qu'il y a pas mal d'anecdotes, en fait, je me rends compte. Sur les 7, donc, sur les 7 locataires, dans l'année, enfin, même dans les 6 mois, il y en a eu 5 ou 6 qui sont partis. On adore ça. Et quand on se retrouve sur le premier comme ça, IDR, tout le monde part. Bon, après, voilà, tu as deux solutions, hein. Soit tu es en panique, ou soit tu dis qu'est-ce que je peux faire. Donc, on Ouais. est plutôt l'équipe, l'option 2. Qu'est-ce que je peux Et faire? Ouais. on a, grâce à ça, transformé deux apparts en location courte durée. Et on est passé de 2008 à 5 000 euros, 5 000 euros et quelques de loyer. Donc, si tu veux, Ah ça a bah, été bénéfique finalement. ça fait tout un Et cap. ça, c'est pour du coup le premier projet. Et juste l'état des. Alors, c'est vrai que quand tu as tout de suite des départs de locataires et les apparts étaient loués, tu pas forcément anticipé une enveloppe travaux, rafraîchissement. Les apparts étaient dans quel état? Ah bah exactement, t'as tout dit. Voilà, c'est là. Mais on est content de l'avoir fait. Mais là, quand on y réfléchit, tu vois, ensemble, on s'est dit, on aurait dû demander un crédit travaux, on aurait dû mieux estimer. Et bah, c'est le premier, donc t'es content, faut faire. Et à la limite, je pense que Exactement. il faut rester Mieux comme vaut ça. fait que Mais parfait. exactement. Et donc, on s'est dit, ok, il y avait plusieurs appartements qui étaient ok, mais il y en avait deux qui étaient vraiment tout à refaire. Ouais. L'un avec des sérieux problèmes d'humidité. Et donc, bah, ces deux-là, finalement, on s'est dit, bah, quitte à mettre de l'argent, pour le coup, en plus, en fonds propres, et bah, on tente la location courte durée en même temps, pour finalement amortir ces travaux plus rapidement. Ouais. Et donc, bah, c'est ce qu'on a fait. Donc, finalement, voilà, de fil en aiguille, quand tu t'adaptes, bah, tu fais des nouvelles stratégies pour garder de la renta. Et à la Mm. fin, tu te retrouves avec un truc super rentable. Et d'ailleurs, là, on est en train de faire une troisième location courte durée dans le même immeuble après un départ. Et on découvre encore des surprises, faut refaire des poutres, etc. Mais c'est pas grave, à la fin, ça sera un beau bâtiment. Ouais, bah ça c'est la magie de la rénovation. Ça, c'est tu pètes un mur et tu dis oh putain, j'aurais pas dû le péter. Mais C'est là que tu te Mais, dis, vache les morceaux. je préférais le savoir avant. ouais, non Je mais préfère les apparts c'est délabrés maintenant. ouais, non mais en vrai des fois vaut mieux repartir d'un truc affreux. Tu destroys tout en anticipant bien sûr la partie travaux, mais bon, moi, du coup, je me suis professionnalisé là-dedans maintenant et j'ai un bon background sur la partie travaux, mais c'est vrai que c'est quelque chose, quand tu ne le maîtrises pas, et j'en ai fait les frais par le passé, hein, c'est pour ça, encore une fois, je parle en connaissance de cause, ou une erreur de ma part, enfin une erreur, une demi-erreur, parce que sur mon premier immeuble, euh,
l'agent immobilier n'a pas été totalement transparent, m'avait parlé juste de quelques Velux à remplacer j'avais un devis de 12 000 balles et il s'avère en fait que c'était une toiture entière amiantée à 40 000 euros qu'il a fallu que je change. Donc, c'était pas la même limonade. Après, dans mon malheur, j'avais déjà anticipé sur ce premier projet une enveloppe travaux supplémentaire pour le au cas où. Alors, au final, elle est passée dès le début et j'ai pas mis des billes de ma poche, fort heureusement. Mais ouais, partie travaux, toujours être très vigilant sur ce que les agents nous racontent. Et c'est très important de monter en expertise là-dessus. Sur la partie Ouais, T'as justement. fait une chose, hein, l'objectif du vendeur, de l'agent IMO, c'est de vendre. Ouais, Exactement. Ouais. Et en Donc, plus, sur la toiture amiantée, la problématique, c'est même pas forcément que le coût, hein, c'est quelle entreprise est OK pour y aller, quoi. exactement. Et tu vois, là-dessus, j'avais fait venir, je crois, 5 couvreurs différents. Les 4 premiers me refusent le chantier, trop complexe, pas assez d'accessibilité. Et là, je peux vous dire, les gars, que j'ai passé quelques nuits au plafond, surtout sur un premier projet. Je venais d'être papa, enfin bref. Je me dis, putain, Jérôme, qu'est-ce que tu as fait? Et finalement, en faisant appel au réseau, Facebook, machin, on me conseille un artisan, un couvreur qui est devenu un copain d'ailleurs, qui vient de me terminer ma deuxième toiture sur mon autre immeuble et qui m'a sorti de la mouise parce que je suis tombé sur un mec qui était ultra pro et absolument adorable, quoi. Mais ouais, bien Il y a des s'entourer gens bien dans d'artisans de l'IMO aussi, hein. confiance. Ouais. Sur la partie justement travaux, là, sur ce premier immeuble, j'imagine que vous avez délégué justement le process travaux. Je pense que vous êtes bien occupé. Le choix des artisans, comment il s'est fait? Est-ce que ça n'a pas été trop galère? Non, si tu veux, ça a été assez simple, hein. Google, notre meilleur ami dans ces, dans ces cas-là. Ouais. T'appelles plusieurs boîtes, tu leur demandes de venir, tu fais établir des devis, 2, 3 devis, et après tu choisis. Et peut-être petite reco, hein, ne pas forcément choisir l'entreprise la moins coûteuse, hein. Non. Vraiment, il y a d'autres critères que le coût. Le coût en est un, mais c'est important de voir également d'autres paramètres. Et nous aussi, ça nous a permis de découvrir un artisan après qu'on a fait travailler quasiment tout le temps, hein, depuis 2 ans. Il travaille beaucoup avec nous et c'est quelqu'un de grande qualité. Le type d'artisan qui, quand il voit quelque chose pendant les travaux, vous dit après qu'il l'a fait, plutôt que ne fait pas et vous dit bah tu m'as pas demandé, etc. Donc c'est un artisan vraiment génial, un ancien qui fait plaisir, ouais, qui nous aide beaucoup. Bah, quand on met le grappin sur un bon artisan qui va gérer à la fois le timing, les coûts et qui va pas te surfacturer 36 trucs, oui, c'est des petites pépites qu'il faut garder précieusement et Ouais. qu'il faut chérir, j'ai envie de dire, parce que c'est pareil, hein, de l'immobilier, c'est de l'humain, donc tout le réseau qu'on peut avoir, que ce soit agent IMO, artisan, conciergerie ou autre. Là, on arrive en fin d'année, les amis, n'oubliez pas de remercier généreusement les personnes qui vous font grossir votre parc immobilier. Donc ça, ça va être la tournée des chocolats et du champagne pour ma part la semaine prochaine. Donc, C'est clair, pareil, C'est la pareil. base. Et il y a aussi d'autres choses, hein, pour les artisans, hein. Pas hésiter aussi à les inviter à déjeuner. Quand vous allez sur le chantier pour voir où ça en est, eh ben, les inviter à déjeuner, ça fait plaisir et ça fait aussi la différence. ça crée des moments et c'est vrai que je pense que c'est important de tout simplement de se différencier peut-être d'un mec qui va faire une réno classique qui va négliger ou son artisan ou pas, voilà, pour mettre forcément la valeur qu'il y a en face. Donc ouais, hyper important de prendre soin de ses partenaires. Du coup, premier immeuble, ok, donc là un peu de péripéties, mais dans l'ensemble ça va. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Comment vous enchaînez? Bah, en fait, en même temps, on fait d'autres visites, on continue les visites et on trouve un autre immeuble encore mieux placé, mais qui était assez cher. On le voulait vraiment, mais il était trop cher. Et donc, on fait une négo assez agressive. On passe de 300 000 à 240 000. Pas mal. Un couple qui l'avait depuis très longtemps, qui avait remboursé le crédit. Le monsieur était fatigué, donc il voulait arrêter parce qu'il gérait en direct. Et en fait, finalement, voilà, la négo passe. Et donc, et finalement, ça a été après un peu notre moto, mais on est arrivé on est arrivé avec 2 dossiers à financer auprès des banques en même temps. Et donc là, c'était un immeuble de 5 lots. Ok. Donc on a fait
Et finalement, c'est passé. On avait peur au début. On s'est dit, oh là là, ils vont nous dire, c'est quoi, c'est fou, etc. D'autant plus qu'entre-temps, on en avait trouvé un troisième, mais finalement, on n'y est pas allé pour des raisons de permis de louer dans une ville. Mais donc, on a dit, en permis de louer, on fait pas. Peut-être qu'un jour, on fera, ça l'a dit, on ne sait jamais. Mais là, pour commencer, c'était chaud et on a fait financer les 12 lots en même temps. Auprès du même établissement, en mode, voilà, c'est un package. Oui. Ouais, on n'a pas, ça existe et ça se fait des fois, hein, mais nous, on est allé voir deux banques, deux banques à l'époque, et on leur a montré les deux projets à chaque fois. On n'a pas dit à une banque qu'il y a le projet A, à l'autre banque qu'il y a le projet B. Ok. Et les deux sont passés. Et les deux sont passés, et donc du coup, on s'est retrouvé à avoir les deux immeubles en mai de mémoire. Mm. En C'est mai, ça. on avait les clés, donc on avait 12 lots. En plus, ok. Appart C'est déjà loué en parti. plus, appart déjà loué, appart à rénover. 4 sur 5. Il y en avait un, en fait, entre-temps, entre le compromis et la date de signature chez le notaire, il y a un locataire qui est parti. Bon, bah, on en a profité, du coup. Bon, on n'avait pas prévu les travaux, donc pareil, hein, on n'a toujours pas pris de crédit travaux. Mais on Ouais. n'avait pas eu non plus tous les départs encore de l'immeuble d'avant, donc on n'avait pas, on n'avait pas encore appris. Ouais, ok. Et du coup, on en a profité pour le passer en LCD, faire les travaux, et on s'est dit, bon, bah, on va faire les travaux, on doit rénover, on va meubler, et puis bah, on va mettre sur Airbnb Booking. Ok, Et voilà. Voilà comment ça a commencé. ok. Et du coup, j'ai l'impression quand même que, et vous me dites si je me trompe, mais ce qui vous a permis quand même d'appuyer fort sur le champignon, alors outre que les projets étaient rentables, c'était le fait que les appartements étaient loués et en fait que pour la banque aujourd'hui, enfin, à l'instant où vous présentiez les doses, il y avait quand même, il n'y avait pas 6 mois de travaux et 6 mois de non-rentrée. Enfin, il y avait A plus B, ça tourne. Maintenant, faites-nous confiance, quoi. C'est ça, et c'est toujours bien de commencer comme ça rassure la banquière. Après, au-delà de la situation locative des biens au moment de l'achat, pour rassurer la banquière, on avait quand même pas mal d'arguments. On avait un dossier qui était court, bref, mais très très précis. Et quand on avait un vrai discours, pour nous, la partie banque, bah, Romain l'a pas précisé, mais sa licence, il l'a fait en banque en alternance. Donc il a bossé Oui, en donc, banque pendant quelques années. Et nous, bah, on a fait des écoles de commerce, donc on sait à peu près comment un banquier il réfléchit. On sait ce que c'est le produit net bancaire et aussi, surtout, comment qualifier un investissement rentable, non rentable. Et on connaît les indicateurs financiers importants. Et donc, bah, quand on montrait des biens à financer à nos banquiers, bah, on leur montrait aussi le compte de résultats prévisionnels, on leur montrait combien ça faisait de cash au bout de 20 ans de détention placé à X%, on leur montrait vraiment le taux de rentabilité interne, des indicateurs qui sont très ouais. importants pour montrer Oui, qu'on connaît la business. Et en plus, bah, c'est vrai qu'on était en CDI, donc faut pas le nier aussi, c'était plus facile. Et on avait aussi de l'épargne de côté. Finalement, d'ailleurs, si on n'avait pas eu d'épargne, on aurait peut-être été demandeur de crédit travaux. Donc, des fois, c'est bien de pas avoir trop de moyens, on sort les doigts. ouais. Mais voilà, donc on avait quand même ça à présenter aux Oui. banquiers. Mais c'est vrai que nous, dans notre démarche, on était rassurés de montrer des biens loués. Ça, c'est vrai. Ok. Oui, et puis là, la manière dont tu l'exprimes, c'est vrai que je pense que la plupart des gens qui vont en banque ne parlent pas de ces notions-là. Donc, en fait, directement, quand vous abordez des ratios et des notions financières, le banquier, je pense qu'il vous regarde déjà différemment en se disant, bon, ok, les mecs, ils sont un peu calés, ils savent exactement où ils vont, le projet est maîtrisé. Et c'est vrai qu'un banquier, aujourd'hui, il prête de l'argent à partir du moment où il sait qu'il va pas au casse-pipe. Donc ouais, c'est une très bon tips. Ouais, le fait d'acheter en SCI, du coup, à l'IS et en SAS, en fait, t'es face à des conseillers professionnels. Ouais. Donc, c'est une entreprise. Donc, il faut gérer tes invests comme une entreprise et présenter tes projets comme une entreprise le ferait. Voilà les amis, on se quitte sur cette première partie du podcast, hein, histoire que ce soit un peu plus digeste et plus facile pour toi. Voilà, plus facile en tout cas de le faire en deux parties, je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, j'espère que cette première partie en tout cas t'a plu, t'a inspiré. Clairement, Guillaume et Romain, ils ont plein de choses à transmettre, une très belle vision de ce qu'ils veulent faire. Et s'il y a un truc que tu dois retenir sur ce premier épisode, c'est vraiment ça, c'est la partie vision, la partie objectif qui finalement a complètement drivé leur
rapidité et leur scalabilité au niveau de leur investissement. Donc voilà, la semaine prochaine, on va aborder on va approfondir la partie LCD, on va approfondir vraiment comment ils ont fait pour accélérer encore plus, parce que là on s'arrête à 3 immeubles, mais il y en a plein d'autres derrière. Donc voilà, on va apprendre ça la semaine prochaine tous ensemble. Donc sois bien au rendez-vous. Encore une fois, n'hésite pas, je le répète, je le rabâche, mais c'est ce qui m'aide au maximum et c'est ce qui me donne de la force pour continuer, parce que comme tu peux t'en douter, c'est beaucoup de temps un podcast et c'est pas rémunérateur, hein, je gagne rien en faisant ça, si ce n'est que je m'enrichis de mes invités et je t'enrichis toi de leur connaissance également et de leur savoir. Donc, je te souhaite une très très belle semaine et également, pour terminer, manifeste-toi en commentaire si le programme d'accompagnement en format live 3 semaines pour te mettre sur les bons rails en 2024 t'intéresse. Tu me mets un petit pouce, tu te signales. Enfin voilà, comme ça, je vais également prendre la température à ce niveau-là. Je te souhaite une très belle fin de semaine. Porte-toi bien et on se retrouve très très vite. Bisous, ciao ciao. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.